La millionnaire ordonna d'abattre le poulain au visage monstrueux. Le simple palefrenier qui sacrifia tout pour le sauver ne se doutait pas qu'ils écraseraient un jour l'orgueil de cette femme en remportant les 10 millions du Grand Prix. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se levait à peine sur les écuries du prestigieux haras de Chantilly, baignant les bâtiments centenaires d'une lumière dorée. Mathieu Dubois, 19 ans, le visage encore marqué par la fatigue, poussait une brouette remplie de paille fraîche le long de l'allée centrale. Ses mains calleuses témoignaient des longues heures passées à s'occuper des chevaux de course parmi les plus chers de France. Fils d'un modeste facteur de province, Mathieu avait toujours rêvé de chevaux. Non pas de les posséder, un rêve bien trop inaccessible pour quelqu'un de son milieu, mais simplement de travailler à leur côté. Dubois, la voix perçante de Madame Élisabeth Beaumont résonna contre les murs de pierre. « Venez ici immédiatement !» Mathieu soupira intérieurement. Madame Beaumont, héritière d'une fortune colossale dans l'industrie du luxe, était la propriétaire la plus exigeante du haras. Ses chevaux devaient être impeccables, leur boxe immaculée, et malheur à celui qui ne répondait pas instantanément à ses appels. « J'arrive, madame », répondit-il, abandonnant sa brouette pour se diriger vers le box d'où provenait la voix. Lorsqu'il arriva, il trouva Madame Beaumont, vêtue d'un tailleur Chanel immaculé, malgré l'heure matinale, qui pointait un doigt manucuré vers un jeune poulain dans le coin du box. « Regardez-moi cette aberration !» s'exclama-t-elle, son visage exprimant un dégoût à peine dissimulé. « Je ne peux pas garder cet animal dans mon écurie. » Mathieu regarda le poulain en question. C était un jeune pur-sang de 18 mois, à la robe baie profonde. À première vue, il semblait parfaitement normal, jusqu'à ce que le poulain tourne la tête. Une large tache blanche irrégulière marquait son front et descendait sur le côté gauche de son museau, comme si quelqu'un avait éclaboussé de peinture blanche son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui, madame ?» demanda Mathieu, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Cette marque hideuse, c'est inesthétique. » Inacceptable. Madame Beaumont agita la main comme pour chasser une mouche. Il était censé être parfait, son pédigré est impeccable, mais regardez-le, il est laid. Le poulain, comme s'il comprenait les paroles blessantes, recula un peu plus dans son box, ses grands yeux bruns observant les humains avec méfiance. « Mais madame, c'est juste une marque, ça ne l'empêchera pas de courir », argumenta doucement Mathieu. « Courir ?» Elle émit un rire sec. « Mes chevaux ne font pas que courir, jeune homme. Ils représentent mon image. Ils sont vus par tout Paris, toute la France. Je ne peux pas être associé à ça. » Elle pointa à nouveau le poulain du doigt. « Monsieur le roi m'a déjà dit qu'aucun jockey respectable ne voudrait le monter. Il sera abattu demain. » Mathieu sentit son cœur manquer un battement. « Abattu ? Mais c'est un pur sang, en parfaite santé. » « Et alors, vous savez combien me coûte l'entretien d'un cheval qui ne rapporte rien? C'est une décision économique. Dubois, ne soyez pas sentimental. » Alors que Madame Beaumont tournait les talons pour partir, Mathieu prit une décision impulsive qui allait changer sa vie. « Je l'achète, » dit-il, assez fort pour que sa voix résonne dans le box. Madame Beaumont s'arrêta net et se retourna lentement. « Pardon ? Le poulain, je vous l'achète, » répéta Mathieu, le cœur battant à tout rompre. Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres parfaitement maquillées de la femme. « Avec quel argent, exactement? Votre salaire de palefrenier ?» Mathieu déglutit. « J'ai des économies, pas beaucoup, mais je peux vous offrir 5 000 €. C était tout ce qu'il possédait, l'intégralité de ses économies de 3 ans de travail acharné. L'argent qu'il mettait de côté pour peut-être un jour s'offrir une petite formation d'entraîneur. Madame Beaumont éclata de rire. 5 000 €, ce cheval, même avec son défaut, vaut au minimum 50 000. Mais vous alliez le faire abattre.
insista Mathieu. 5000 €, c'est mieux que rien, non? La femme plissa les yeux, étudiant le jeune homme. Pourquoi voudriez-vous de ce cheval défectueux? Mathieu regarda le poulain, qui avait avancé de quelques pas, curieux. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de l'animal, il vit quelque chose que les autres ne voyaient pas. Une intelligence, une profondeur, une âme. Ce cheval a du cœur, dit-il simplement. Madame Beaumont soupira dramatiquement. Du cœur, comme c'est touchant. Elle réfléchit un instant. Très bien, Dubois. 5000 €, mais vous le sortez d'ici aujourd'hui, et je me dégage de toute responsabilité. Cette erreur de la nature n'est plus mon problème. Il s'appelle comment? Demanda Mathieu, ignorant délibérément l'insulte. Il n'a pas encore de nom officiel, juste un numéro. Mathieu s'approcha lentement du poulain, tendant la main. L'animal hésita, puis avança son museau, reniflant ses doigts. Un contact doux, chaud, plein de vie. « Mais Tonnerre !» murmura Mathieu. « Je vais t'appeler Tonnerre. » Derrière lui, Madame Beaumont émit un son dédaigneux. « Comme vous voulez. Je veux l'argent avant midi. Et Tonnerre, hors de ma propriété avant la fin de la journée. » Alors qu'elle quittait le box d'un pas pressé, Mathieu resta seul avec le poulain. Il venait de dépenser toutes ses économies pour un cheval que tout le monde considérait comme sans valeur. Il n'avait même pas d'endroit où le garder, ni d'argent pour le nourrir. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» murmura-t-il pour lui-même. Tonnerre s'approcha davantage et posa doucement sa tête contre la poitrine de Mathieu, comme pour le rassurer. À cet instant précis, malgré l'incertitude qui l'envahissait, le jeune homme sut qu'il avait pris la bonne décision. La nouvelle de l'achat du poulain par Mathieu se répandit dans le haras comme une traînée de poudre. Lorsqu'il se présenta à la banque pour retirer ses économies, les regards des autres palefreniers le suivaient, mêlant curiosité et pitié. À son retour, un petit attroupement S était formé près du box de Tonnerre. « Alors, Dubois, il paraît que tu as acheté le monstre de Beaumont » lança Jacques Mercier, le premier assistant de l'entraîneur principal. « Oh, tu aurais mieux fait de jeter ton argent dans la Seine. » Des rires fusèrent autour de lui. Mathieu serra les dents et avança, l'enveloppe contenant ses économies fermement tenues dans sa main. « Ce n'est pas un monstre, » répondit-il simplement. « C'est un pur sang avec un grand potentiel. » « Un potentiel ?» Pierre Laurent, un jockey renommé qui montait régulièrement pour Madame Beaumont, s'avança. « Ce cheval a une tête à faire peur aux enfants. Aucun propriétaire sérieux n'en voudra jamais. » Mathieu les ignora et continua son chemin vers le bureau administratif où il devait finaliser la transaction. Madame Beaumont l'attendait, accompagnée de son avocat. Le contrat était déjà préparé, une vente simple, sans garantie ni retour possible. Mathieu signa sans hésiter et remit l'enveloppe. « Voilà, c'est fait », déclara Madame Beaumont en comptant rapidement les billets. « Ce cheval est désormais votre problème, Dubois. Et puisque vous n'êtes plus employé pour vous occuper de mes chevaux, je vous suggère de trouver rapidement un autre endroit pour cette chose. » « Comment ça ? Je ne suis plus employé. » Mathieu sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Voyons, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais garder un palefrenier propriétaire d'un cheval concurrent ? C'est un conflit d'intérêts évident. » Son sourire était glacial. « Votre préavis est dans l'enveloppe que mon avocat vous remettra. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour libérer votre logement de fonction. » Mathieu quitta le bureau, sonné. En moins d'une journée, il avait perdu toutes ses économies, son emploi et bientôt son toit. Et tout ça pour un cheval que personne ne voulait. De retour au box, il trouva Tonnerre qui l'attendait, les oreilles dressées. Le poulain s'approcha immédiatement, comme s'il sentait la détresse de son nouveau propriétaire. « Eh bien, mon grand », murmura Mathieu en caressant l'encolure soyeuse. « On dirait que c'est toi et moi contre le monde maintenant. »
Ce soir-là, assis sur une botte de foin dans le box de Tonnerre, Mathieu appela le seul homme qui pourrait peut-être l'aider, son oncle François. Ancien jockey reconverti en petit éleveur, François Dubois possédait une modeste propriété à une 50aine de kilomètres de Paris, près de Senlis. « Tu as fait quoi ?» La voix de son oncle trahissait plus d'incrédulité que de colère. Mathieu lui expliqua la situation. Le poulain condamné pour une simple marque sur le visage, son impulsion d'achat et maintenant sa situation précaire. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne, puis un soupir résigné. « Amène-le ici, j'ai un box libre et assez de pâturage pour un cheval de plus, mais tu devras travailler pour sa pension. Je ne peux pas me permettre une bouche supplémentaire à nourrir gratuitement. »« Merci, tonton. » La gratitude de Mathieu était immense. « Je ferai tout ce qu'il faut, je n'en doute pas. » Mais Mathieu, l'oncle hésita. « Si ce cheval est vraiment aussi prometteur que tu le crois, tu auras besoin de bien plus qu'un box et un pré. L'entraînement d'un cheval de course coûte une fortune. »« Je trouverai un moyen, » promit Mathieu, bien qu'il n'ait aucune idée de comment il allait y parvenir. 2 jours plus tard, après avoir chargé ses maigres possessions dans un vieux camion prêté par un collègue compatissant, Mathieu embarqua Tonnerre dans un van pour chevaux loué pour l'occasion. Le poulain monta docilement, comme s'il comprenait l'importance du moment. Sur le chemin vers Senlis, Mathieu ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles moqueuses de ses anciens collègues. Avait-il vraiment fait une erreur monumentale ? Était-il simplement naïf de croire qu'un cheval rejeté par tous pourrait un jour prouver sa valeur ? Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour apercevoir Tonnerre, calme malgré le voyage, ses grands yeux semblant observer le paysage qui défilait. Il y avait quelque chose dans ce regard, une intelligence, une force tranquille qui renforçait la conviction de Mathieu. L'arrivée à la ferme de son oncle fut plus chaleureuse qu'il ne l'avait anticipé. François Dubois, un homme trapu aux traits burinés par des années passées en extérieur, attendait dans la cour, accompagné de sa femme Céline. « Alors, voyons cette bête qui t'a coûté toutes tes économies », dit François, alors que Mathieu ouvrait la porte du van. Tonnerre descendit lentement, prudemment, évaluant son nouvel environnement. Lorsqu'il tourna la tête, révélant la fameuse marque blanche, François émit un sifflement bas. C'est pour ça qu'il voulait s'en débarrasser. Pour une simple marque, Madame Beaumont disait qu'il était trop laid pour représenter son écurie, expliqua Mathieu, caressant l'encolure de Tonnerre. François s'approcha lentement du poulain, l'œil expert. Il examina ses jambes, sa conformation, la musculature déjà bien dessinée malgré son jeune âge. Puis, il regarda droit dans les yeux de l'animal. « Tu sais quoi, mon neveu ? Je commence à croire que tu n'es pas aussi fou que je le pensais. » Les semaines qui suivirent l'arrivée de Mathieu à la ferme de son oncle furent parmi les plus difficiles de sa vie. Le jour, il travaillait comme un forcené. Nourrissage des chevaux à l'aube, entretien des écuries, réparation des clôtures, récolte du foin. Le travail ne manquait pas dans la petite exploitation de François. Le soir, épuisé mais déterminé, Mathieu consacrait chaque minute restante à Tonnerre. Le poulain, d'abord désorienté par son nouvel environnement, s'était rapidement adapté. Son tempérament se révélait jour après jour, curieux, intelligent et doté d'une énergie qui ne demandait qu'à s'exprimer. « Il a besoin d'apprendre les bases », expliqua François un soir, alors qu'ils observaient Tonnerre galoper librement dans le pré. Le licol, la longe, accepter le toucher partout. Sans ça, tu n'iras nulle part. Mathieu acquiesça. Les bases, il connaissait. En tant que palefrenier dans un grand haras, il avait souvent observé les premiers débourrages. Mais une chose était de regarder, une autre était de faire. « Tu as un plan pour la suite ?» demanda son oncle. Mathieu hésita. « Je veux l'entraîner pour les courses. » « Je sais que ça semble fou, mais ce n'est pas fou, » l'interrompit François. « Ce qui est fou, c'est de croire que tu peux le faire sans argent,
sans expérience d'entraîneur et sans contact dans le milieu. La vérité était dure à entendre. Mais Mathieu savait que son oncle avait raison. L'univers des courses était impitoyable et coûteux. Les chevaux de Madame Beaumont bénéficiaient des meilleurs soins, des meilleurs jockeys, des meilleurs entraîneurs. Comment pourrait-il rivaliser avec ça? Je trouverai un moyen, dit-il, répétant la promesse faite quelques semaines plus tôt. Et il chercha. Chaque minute libre, il la passait à la bibliothèque municipale de Senlis, dévorant des livres sur l'entraînement des chevaux de course, l'alimentation, la physiologie équine. Il économisait le peu qu'il gagnait, en travaillant à la ferme pour acheter le matériel de base, un licol de qualité, une longe solide, des protections pour les jambes. Mais le véritable tournant survint un mois après son arrivée. Ce matin-là, alors qu'il travaillait avec Tonnerre dans le rond de longe, une voiture inconnue se gara dans la cour de la ferme. Une jeune femme en descendit, son regard immédiatement attiré par le poulain. « C'est lui », demanda-t-elle en s'approchant de la clôture. Mathieu, méfiant, acquiesça. « Qui êtes-vous » ? « Sophie Leclerc. » Elle tendit une main que Mathieu serra avec hésitation. « Je suis vétérinaire équin, spécialisé en médecine sportive. François m'a appelé. Mon oncle. Il m'a dit que vous aviez un projet un peu fou avec ce poulain. » Elle sourit. « J'aime les projets fous. » Sophie passa la matinée à examiner Tonnerre sous toutes les coutures. Elle confirma ce que Mathieu espérait. Physiologiquement, le poulain était parfait. Muscles puissants, articulations solides, système respiratoire excellent. Il n'y a aucune raison médicale pour qu'il ne puisse pas devenir un champion, conclut-elle. Sa marque est purement esthétique. Elle n'affecte en rien ses capacités. Une vague de soulagement submergea Mathieu. Alors, il a une chance? Médicalement? Oui. Sophie hésita. Mais Mathieu, vous savez combien coûte l'entraînement d'un cheval de course? Les frais d'inscription, les déplacements, l'équipement? Je sais, soupira-t-il. Mais je ne peux pas abandonner. Pas maintenant. Sophie l'observa un moment, puis sortit un carnet de sa poche. Tenez, c'est l'adresse d'un homme que vous devriez rencontrer, Jean-Marc Fournier. C'est un ancien entraîneur à la retraite qui vit près d'ici. Il a formé plusieurs champions dans les années 90 avant qu'un accident ne le force à arrêter. Il est, disons, particulier. Mais s'il accepte de vous aider, vous ne pourriez pas trouver meilleur mentor. Cette nuit-là, Mathieu dormit dans le box de Tonnerre, comme il le faisait souvent. Allongé sur un tas de paille propre, il regardait le poulain somnoler paisiblement. « On va y arriver, mon grand », murmura-t-il. « Non, on va leur montrer à tous. » Le lendemain, après avoir terminé ses tâches à la ferme, Mathieu enfourcha le vieux vélo de son oncle et se rendit à l'adresse indiquée par Sophie. Après 8 kilomètres de route de campagne, il arriva devant une petite maison en pierre, entourée d'un modeste terrain où paissaient 2 vieux chevaux. Un homme âgé, appuyé sur une canne, l'observait depuis le porche. Ses traits sévères et sa posture rigide trahissaient un passé militaire ou sportif, mais son regard bleu perçant restait vif et alerte. « Monsieur Fournier » appela Mathieu en s'approchant. « Qui veut le savoir ?» La voix était rauque, comme peu utilisée. « Je m'appelle Mathieu Dubois. Le docteur Leclerc m'a donné votre adresse. J'aurais besoin de conseils pour entraîner un cheval de course sans argent ni expérience ?» coupa l'homme. Sophie m'a appelé. Elle m'a parlé de votre poulain au visage bizarre. Mathieu se raidit. Tonnerre n'est pas bizarre, il est juste différent. Fournier émit un son à mi-chemin entre le rire et le grognement. Différent. C'est un mot gentil pour dire qu'il fait peur à voir. Il ne fait pas peur, protesta Mathieu. Il est magnifique. Et il mérite une chance. L'ancien entraîneur descendit lentement les marches du porche, s'approchant de Mathieu. Son regard semblait sonder l'âme du jeune homme. « Et pourquoi devrais-je t'aider, gamin ?» Face à la question abrupte de Jean-Marc Fournier,
Mathieu sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas préparé de discours, pas réfléchi à comment convaincre cet homme bourru de l'aider. Alors, il fit la seule chose qui lui semblait naturelle. Il dit la vérité. « Parce que je n'ai personne d'autre vers qui me tourner », admit-il, « et parce que Tonnerre mérite mieux que D être jugé sur son apparence. Tout comme vous méritez mieux que D être oublié parce qu'un accident a mis fin à votre carrière. » Le visage de Fournier se durcit. « Tu ne sais rien de moi, gamin. Je sais que vous étiez l'un des meilleurs. Sophie m'a dit que vous avez formé des champions, et je sais aussi que vous vivez seul ici, sans contact avec le monde des courses que vous avez tant aimé. » Un long silence s'installa. Fournier scrutait Mathieu comme s'il cherchait à détecter le moindre signe de malhonnêteté. « Montre-moi ton cheval », dit-il finalement. « Pas aujourd'hui, demain, amène-le ici à 7 heures précises. Et ne sois pas en retard. » Sur ces mots, il tourna les talons et rentra dans sa maison, laissant Mathieu seul et incertain sur le chemin de terre. Le lendemain matin, bien avant l'aube, Mathieu chargea Tonnerre dans la vieille remorque de son oncle. Le poulain, habitué maintenant au chargement, monta sans difficulté. François les observait, un mélange d'inquiétude et d'espoir dans le regard. « Fournier est un sacré personnage », prévint-il. « Ne te laisse pas démonter par ses manières brusques. C'est un homme qui a beaucoup souffert, mais qui connaît les chevaux mieux que quiconque. » À 6h55, Mathieu franchissait le portail de la propriété de Fournier. L'ancien entraîneur attendait déjà, droit comme un piquet malgré sa canne, vêtu d'une veste usée qui avait dû être élégante autrefois. Sans un mot, il s'approcha de la remorque, tandis que Mathieu déchargeait Tonnerre. Le poulain, nerveux dans ce nouvel environnement, gardait les oreilles dressées, tous ses sens en alerte. Fournier étudia longuement l'animal, tournant autour de lui, s'arrêtant parfois pour examiner un membre ou une articulation. Il ne dit rien sur la fameuse marque faciale, se concentrant uniquement sur la structure, les muscles, la posture. « Fais-le marcher », ordonna-t-il. Mathieu obéit, guidant Tonnerre en cercle autour de l'ancien entraîneur. « Maintenant, au trot !» À nouveau, Mathieu s'exécuta. Tonnerre trottait avec fluidité, sa démarche légère malgré sa taille imposante. « Lâche-le dans le paddock, là-bas », indiqua Fournier, pointant un enclos circulaire. Une fois Tonnerre en liberté, il commença à explorer son nouvel espace, galopant par moments, s'arrêtant pour renifler, puis repartant dans une nouvelle direction. « Il est jeune », observa Fournier. « De 2 ans à peine, je dirais. 2 ans et 3 mois, confirma Mathieu. Trop tard pour commencer un véritable entraînement de course. Le cœur de Mathieu se serra. Trop tard pour les standards traditionnels. Oui, la plupart des pur-sang commencent leur préparation spécifique avant 2 ans. Fournier observait toujours Tonnerre, qui venait d'accélérer soudainement, comme pris d'une impulsion irrésistible. Mais ce cheval n'est pas traditionnel, n'est-ce pas ? Un mince espoir renaquit dans la poitrine de Mathieu. « Alors, vous pensez qu'il a une chance ?» Fournier se tourna vers lui, le visage impassible. « Je pense que tu es fou. Je pense que tu n'as pas idée dans quoi tu t'embarques. Les courses, ce n'est pas juste faire galoper un cheval. C'est un monde impitoyable, fait d'argent et de connexions. Je sais tout ça, mais laisse-moi finir. » Coupa sèchement Fournier. « Je pense aussi que ton cheval a quelque chose, une façon de se mouvoir, une présence. Et je pense que toi aussi, tu as quelque chose, une obstination rare. » Il soupira profondément. « Si j'accepte de t'aider, ce sera à mes conditions. Pas de raccourci, pas de plainte. Le travail sera dur pour toi comme pour lui. » Mathieu hocha vigoureusement la tête. « Tout ce que vous voulez. Je ne veux pas d'argent, précisa Fournier, mais en échange de mon temps, tu travailleras pour moi. J'ai 2 vieux chevaux qui ont besoin de soins, un terrain qui nécessite de l'entretien et ces maudites articulations qui ne me permettent plus de tout faire seul. Marché conclu.
répondit immédiatement Mathieu, tendant la main. Fournier l'ignora, son attention retournée vers Tonnerre. Nous commencerons demain, 6 heures, pas une minute de retard. Cette nuit-là, en rentrant à la ferme de son oncle, Mathieu pouvait à peine contenir son excitation. Il raconta tout à François, qui l'écouta attentivement. « Tu te rends compte de ce que ça implique ?» demanda son oncle. « Travailler ici, travailler chez Fournier et t'occuper de Tonnerre ? Tu n'auras plus une minute à toi. » « Ça ne me dérange pas, » assura Mathieu. « C'est ma chance, notre chance à Tonnerre et moi. Je ne la laisserai pas passer. » Dans le box, le jeune homme s'assit près de son poulain, lui racontant la journée comme il le faisait chaque soir. « On va avoir un vrai entraîneur, mon grand, » murmura-t-il, caressant l'encolure de Tonnerre, « un homme qui a formé des champions. Et toi aussi, tu seras un champion. » « Je le sais. » Tonnerre poussa doucement sa tête contre la poitrine de Mathieu, dans ce geste affectueux qui était devenu leur rituel. Dans les yeux du cheval, le jeune homme crut voir la même détermination qui l'animait. Les 6 mois qui suivirent furent les plus intenses que Mathieu ait jamais connus. Sa journée commençait invariablement à 4 heures du matin. Après être occupé des chevaux de son oncle, il partait avec Tonnerre pour rejoindre la propriété de Fournier, où un programme d'entraînement minutieusement élaboré les attendait. Jean-Marc Fournier se révéla être un mentor aussi exigeant qu'exceptionnel. Sa méthode était un mélange de tradition française et d'innovation personnelle qu'il avait développée au cours de sa carrière. « Un cheval de course n'est pas une machine », expliquait-il souvent. C'est un athlète, un partenaire. Pour qu'il donne le meilleur de lui-même, il doit avoir confiance en toi, et tu dois avoir confiance en lui. Les premières semaines furent consacrées au renforcement musculaire de base. Tonnerre marchait dans l'eau d'un petit ruisseau qui traversait la propriété, gravissait des collines douces et effectuait des exercices de flexibilité soigneusement conçus par l'ancien entraîneur. « Pourquoi ne le faisons-nous pas galoper davantage ?» demanda un jour Mathieu, frustré parce qu'il lui semblait être une progression trop lente. Fournier le foudroya du regard. « Tu veux un sprinter qui s'effondre après 800 mètres ou un champion d'endurance capable de tenir la distance ? Les fondations, gamin, sans ailes, tout s'écroule. » Peu à peu, l'intensité augmenta. Le galop fut introduit, d'abord par courtes séquences, puis sur des distances plus longues. Tonnerre répondait remarquablement bien à l'entraînement. Sa musculature se développait harmonieusement, sa respiration devenait plus efficace et surtout, il semblait apprécier le travail demandé. « Il aime courir », observa Fournier un matin, alors que le poulain filait comme le vent sur la piste improvisée. Beaucoup de chevaux le font par obéissance. Lui, il le fait par plaisir. Entre les sessions d'entraînement, Mathieu travaillait sans relâche. Il réparait les clôtures de Fournier, entretenait son jardin, soignait ses vieux chevaux. Le soir, il retournait à la ferme de son oncle pour accomplir d'autres tâches. Ses journées étirèrent souvent jusqu'à minuit, ne lui laissant que quelques heures de sommeil avant que tout ne recommence. Malgré l'épuisement, Mathieu n'avait jamais été aussi heureux. Chaque jour, il voyait Tonnerre progresser, se transformer sous ses yeux en un véritable athlète. Et chaque jour, le lien qui les unissait se renforçait un peu plus. 4 mois après le début de leur collaboration, Sophie Leclerc revint examiner Tonnerre. Son verdict fut sans appel. « C'est impressionnant », admit-elle après une série de tests. Sa condition physique est exceptionnelle pour un cheval de son âge. Qu'avez-vous fait exactement, Jean-Marc ? Fournier haussa les épaules. J'ai juste montré le chemin. C'est le gamin et son cheval qui ont fait le travail. Sophie se tourna vers Mathieu. Tu devrais commencer à penser à l'inscrire à des courses. Le cœur de Mathieu fit un bond. Des vraies courses, déjà. Il est prêt physiologiquement, confirma-t-elle. Commencer par des petites courses régionales, rien de trop ambitieux, mais il a besoin de l'expérience, de l'ambiance, du stress
c'est différent de l'entraînement. Fournier acquiesça silencieusement. Plus tard, alors qu'ils brossaient Tonnerre ensemble, il aborda le sujet qui préoccupait Mathieu. « Tu n'as pas d'argent pour les inscriptions, n'est-ce pas ?»« Non, » admit le jeune homme. « J'ai essayé d'économiser, mais entre la nourriture spéciale, les compléments et l'équipement. » L'ancien entraîneur resta silencieux un moment, puis soupira. « Il y a une petite course à Chantilly dans 3 semaines. L'inscription n'est pas trop chère. Je connais l'organisateur, il me doit quelques faveurs. Vous feriez ça ?» Les yeux de Mathieu S. écarquillèrent. « Je n'ai pas dit que je paierais, » précisa Fournier. « J'ai dit que je pouvais te faire inscrire. Pour le reste, » il hésita. « J'ai encore quelques économies. Considère ça comme un investissement. » Mathieu était sur le point de le remercier quand Fournier leva la main. « Ne dis rien. Si tu veux me remercier, gagne cette course. » La nouvelle de l'inscription se répandit rapidement. Françoise et Céline étaient nerveux mais enthousiastes. Sophie promit d'être présente pour surveiller l'état de Tonnerre. Même les 2 vieux chevaux de Fournier semblèrent percevoir l'excitation dans l'air. Mais le jour où Mathieu retourna à Chantilly pour la première fois depuis son départ précipité, une surprise désagréable l'attendait. Alors qu'il marchait dans les écuries temporaires réservées aux participants, une voix familière l'interpella. « Tiens, tiens. Regardez qui voilà !» Jacques Mercier, l'assistant de l'entraîneur principal du haras de Madame Beaumont, se tenait devant lui, un sourire narquois aux lèvres. Dubois et son monstre. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment. Mathieu serra les poings. « Qu'est-ce que tu veux, Jacques ? Moi, rien du tout. Je suis juste curieux de voir comment tu comptes faire courir ce truc. » Il désigna Tonnerre d'un geste méprisant. « Madame Beaumont sera ravie d'apprendre que tu as gaspillé tes économies pour rien. » Alors que Jacques S. éloignait en ricanant, Mathieu sentit une main se poser sur son épaule. Fournier se tenait derrière lui, le regard dur. « Ne le laisse pas entrer dans ta tête, » conseilla-t-il. « Les courses se gagnent autant ici, » il tapota sa tempe, « que sur la piste. » Le jour de la course arriva plus vite que prévu. Mathieu passa la nuit dans le box temporaire attribué à Tonnerre, incapable de trouver le sommeil. Il vérifiait régulièrement que le cheval était calme, lui parlant doucement dans l'obscurité. « C'est notre premier test, mon grand, » murmura-t-il, caressant l'encolure de Tonnerre. « On n'a pas besoin de gagner, on veut juste montrer qu'on mérite d'être ici. » À l'aube, Fournier arriva, accompagné d'un homme que Mathieu ne connaissait pas. De petite taille, nerveux mais athlétique, l'inconnu observait Tonnerre avec un regard analytique. « Mathieu, voici Antoine Moreau », présenta Fournier. « C'est lui qui montera Tonnerre aujourd'hui. » Un jockey ? Mathieu était confus. Il n'avait jamais discuté de qui montrait Tonnerre lors de la course. « Bien sûr, un jockey », répondit sèchement Fournier. « Tu ne pensais quand même pas monter toi-même ? Tu n'as aucune expérience de course, mais Tonnerre ne connaît pas cet homme. Il n'a jamais été monté que par moi et c'est précisément le problème, » coupa l'ancien entraîneur. « Ton cheval doit apprendre à accepter différents cavaliers. C'est comme ça que ça marche dans les courses professionnelles. » Antoine s'approcha de Tonnerre, qui recula méfiant, les oreilles couchées en arrière. « Je vois ce que vous voulez dire, » dit le jockey. Il est très attaché à son propriétaire. Il tendit lentement la main, permettant au cheval de sentir son odeur. Mais c'est aussi un signe d'intelligence. Les chevaux intelligents forment des liens forts. Mathieu hésitait encore. Il ne vous laissera jamais monter, pas si vite. Fournier soupira. Antoine est l'un des meilleurs jockeys régionaux. Il a une technique particulière avec les chevaux nerveux. Fais-lui confiance. Antoine sortit une pomme de sa poche, qu'il offrit à Tonnerre. Le cheval hésita, puis accepta le cadeau, croquant bruyamment dans le fruit. « Voilà », sourit le jockey. « Premier contact établi. »
Au fil des heures qui précédèrent la course, Antoine passa du temps avec Tonnerre sans essayer de le monter immédiatement. Il le brossait, lui parlait, marchait à ses côtés. Mathieu observait avec un mélange d'admiration et de jalousie cette approche patiente. « Il est bon », admit-il auprès de Fournier. « C'est pour ça que je l'ai choisi », répondit l'ancien entraîneur. Antoine comprend que son travail n'est pas juste de monter un cheval, mais de former un partenariat temporaire. Lorsque vint le moment de préparer Tonnerre pour la course, Antoine réussit à le sceller sans incident majeur, bien que le cheval restât nerveux. « Et il ira mieux une fois sur la piste », assura le jockey. « Ces chevaux sentent la compétition, ça réveille quelque chose en eux. » La course du jour était modeste. 1600 mètres sur piste en terre, réservés aux jeunes chevaux n'ayant jamais couru. 8 concurrents étaient alignés, la plupart issus de petites écuries régionales. Alors que les chevaux se dirigeaient vers les stalles de départ, Mathieu sentit son estomac se nouer. Et si Tonnerre paniquait? Et s'il se blessait? Et s'il finissait dernier, confirmant les moqueries de Jacques et les prédictions de Madame Beaumont? « Respire », lui conseilla Fournier, percevant son anxiété. « Ton cheval sent ton stress, sois calme pour lui. » De l'autre côté des barrières, Mathieu aperçut Sophie, venue comme promis, et son oncle François qui avait fermé exceptionnellement la ferme pour assister à la course. Leur présence lui donna du courage. Tonnerre entra dans sa stalle avec réticence, piaffant et secouant la tête. Antoine lui parlait constamment, caressant son encolure pour le rassurer. Puis vint le moment fatidique. Les portes s'ouvrirent dans un fracas métallique et les chevaux élancèrent sur la piste. Au départ, Tonnerre hésita, partant un peu en retard. Antoine ne le pressa pas, le laissant trouver son rythme. Ils passèrent les premiers 400 mètres en dernière position, à plusieurs longueurs des autres. « Qu'est-ce qu'il fait ?» murmura Mathieu, inquiet. « Il suit le plan », répondit calmement Fournier. « Antoine sait ce qu'il fait. » Effectivement, après la moitié du parcours, Tonnerre commença à accélérer. Sa foulée s'allongea. Il dépassa un premier concurrent, puis un deuxième. À l'entrée du dernier virage, il n'était plus qu'en 5e position. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Comme si une flamme était allumée en lui, Tonnerre trouva une nouvelle vitesse. Il fila le long de la balustrade, dépassant les concurrents un à un. Dans les tribunes, les spectateurs commencèrent à réagir, pointant ce cheval marqué d'une tache blanche qui remontait le peloton à une vitesse impressionnante. « Allez, Tonnerre !» cria Mathieu, oubliant toute retenue. « Allez !» À 100 mètres de l'arrivée, Tonnerre était plus qu'à une encolure du leader, un alezan brillant monté par les couleurs d'une écurie locale respectée. Antoine n'eut pas besoin d'utiliser sa cravache. Une légère pression des jambes suffit pour que Tonnerre donne son ultime effort. Ils franchirent la ligne d'arrivée avec une demi-longueur d'avance. Un silence incrédule s'abattit sur Mathieu. Avait-il bien vu? Tonnerre avait-il vraiment gagné sa première course? Les cris de joie de François et Sophie le ramenèrent à la réalité. Fournier lui-même affichait un sourire discret mais indéniable. « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» murmura l'ancien entraîneur. « Ce n'est pas un cheval ordinaire. » La victoire de Tonnerre à Chantilly changea tout. Ce qui avait commencé comme un simple test se transforma en un phénomène local lorsque le journal régional publia un article intitulé « Le cheval au visage marqué, triomphe contre toute attente ». La photo de Tonnerre, franchissant la ligne d'arrivée, sa fameuse marque blanche clairement visible, fit sensation. « On dirait que tu as un admirateur », plaisanta Sophie en montrant à Mathieu un groupe d'enfants qui attendaient près du box temporaire, espérant apercevoir le nouveau champion. « C'est Tonnerre qu'ils veulent voir, pas moi », répondit-il en souriant. La modeste prime de victoire, 3 000 €, était une fortune pour Mathieu.
Il insista pour rembourser immédiatement Fournier pour les frais d'inscription, mais l'ancien entraîneur refusa. « Garde cet argent pour la prochaine course, dit-il. Celle-ci sera plus importante et plus chère. » Antoine, le jockey, était euphorique. « Ce cheval a quelque chose de spécial, affirma-t-il. Sa vitesse de pointe est exceptionnelle, mais c'est surtout sa volonté de gagner qui m'a impressionné. » Il aurait pu s'arrêter après avoir rattrapé le peloton, mais il voulait être premier. Même l'oncle François, d'habitude si réservé, ne cachait pas sa fierté. « Tu as prouvé que tu avais raison, mon garçon, » dit-il en serrant Mathieu dans ses bras. « Tu as vu ce que personne d'autre ne voyait. » Au milieu de ces célébrations, Jacques Mercier réapparut, son sourire narquois remplacé par une expression contrariée. « Ne t'emballe pas, lança-t-il. Était une petite course de rien du tout. Madame Beaumont en a ri quand je lui ai raconté. « Vraiment ?» répondit calmement Mathieu. « J'aurais pensé qu'elle serait trop occupée à se demander pourquoi ses propres chevaux n'ont pas participé aujourd'hui. » Jacques s'empourpra. « Ces chevaux sont réservés pour des courses qui comptent vraiment. D'ailleurs, elle sera à Deauville le mois prochain pour le prix des novices. » Une vraie course, celle-là. Après son départ, Fournier s'approcha de Mathieu. « Le prix des novices, hein? C'est intéressant. Vous pensez qu'on devrait y participer? C'est une course beaucoup plus relevée. Des chevaux de qualité, des jockeys expérimentés. » L'ancien entraîneur observa Tonnerre, qui se reposait paisiblement. « Mais oui, je pense qu'on devrait y participer. Si on veut être pris au sérieux, il faut affronter les meilleurs. » Les semaines qui suivirent furent consacrées à préparer Tonnerre pour ce nouveau défi. L'entraînement s'intensifia, devenant plus spécifique, ciblant les particularités de la piste de Deauville. Antoine venait régulièrement monter le cheval, renforçant leur complicité naissante. La nouvelle de l'inscription de Tonnerre au prix des novices se répandit rapidement dans le petit monde des courses régionales. Certains y voyèrent de l'audace, d'autres de l'arrogance. « Ils disent que nous visons trop haut, trop vite », rapporta Sophie après avoir discuté avec des collègues vétérinaires travaillant pour de grandes écuries. « Qu'ils parlent », répondit Fournier. Et pendant ce temps, nous travaillons. La veille du départ pour Deauville, alors que Mathieu finissait de brosser Tonnerre, il reçut une visite inattendue. Une voiture de luxe se gara devant la propriété de Fournier et un homme en costume en descendit. Il se présenta comme Philippe Dumas, représentant d'un riche propriétaire de chevaux. « Mon employeur a été impressionné par la performance de votre cheval à Chantilly », expliqua-t-il. « Il serait intéressé par un achat. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Tonnerre n'est pas à vendre. Vous n'avez même pas entendu l'offre, » insista Dumas avec un sourire commercial. « 50 000 €. C'est 10 fois ce que vous avez payé, d'après nos informations. » Mathieu secoua la tête. « Je suis désolé que vous ayez fait le déplacement pour rien, monsieur Dumas, mais ma réponse est définitive. » L'homme parut surpris, puis légèrement irrité. « Réfléchissez bien, jeune homme. Avec cet argent, vous pourriez acheter plusieurs poulains prometteurs, payer leur entraînement. Je ne cherche pas plusieurs poulains. J'ai déjà celui qu'il me faut. » Après le départ de Dumas, Fournier, qui avait assisté à l'échange depuis le Porsche, s'approcha de Mathieu. « Tu as refusé une petite fortune, » observa-t-il. « Auriez-vous accepté ?» demanda Mathieu. L'ancien entraîneur sourit. « Non. Mais je voulais être sûr que tu refusais pour les bonnes raisons, pas par sentimentalisme naïf. Et quelles sont les bonnes raisons ? Que ce cheval vaut potentiellement beaucoup plus, bien sûr. » Le sourire de Fournier S élargit. Et aussi qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme la satisfaction de prouver que tout le monde avait tort. Le prix des novices était une course bien plus prestigieuse que celle de Chantilly. 12 chevaux étaient engagés, la plupart appartenant à des écuries renommées. Lorsque Mathieu arriva avec Tonnerre, plusieurs regards se tournèrent vers eux, curieux ou méprisants. Parmi les spectateurs se trouvait Madame Beaumont, vêtue d'un tailleur crème et d'un chapeau extravagant.
Elle observa l'arrivée de son ancien palefrenier avec une moue dédaigneuse. « C'est donc vrai », dit-elle à l'un de ses accompagnateurs. Le garçon des écuries pense pouvoir jouer dans la cour des grands avec son cheval disgracieux. Mais derrière son apparente assurance, Mathieu perçut une lueur d'inquiétude dans son regard. La victoire de Tonnerre à Chantilly avait semé le doute. Cette fois, les médias étaient des présents. Un journaliste de France 3 Normandie s'approcha de Mathieu pour une interview. « Votre cheval a une histoire particulière, dit-il, micro tendu. Pouvez-vous nous en dire plus ?» Mathieu hésita, puis décida de dire la vérité. Tonnerre a été rejeté par sa précédente propriétaire à cause de sa marque faciale. Elle le trouvait trop laid pour représenter son écurie. J'ai cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Le journaliste parut ravi de cette réponse. Une véritable histoire de Cendrillon-Équine, donc. Et qui était cette propriétaire qui l'a rejeté ? Mathieu fixa la caméra, sachant parfaitement que Madame Beaumont regarderait probablement ce reportage. Quelqu'un qui a fait l'erreur de juger sur les apparences, mais je préfère ne pas la nommer. Notre succès sera notre meilleure réponse. Le jour de la course à Deauville se leva sous un ciel menaçant. Des nuages gris s'amoncelaient au-dessus de l'hippodrome, promettant une pluie qui pourrait transformer la piste en terrain lourd, une perspective qui inquiétait Mathieu. Tonnerre n'avait jamais couru sur une piste détrempée. « Ne t'en fais pas !» le rassura Antoine en vérifiant les équipements une dernière fois. Les chevaux, avec une grande foulée comme Tonnerre, s'adaptent souvent mieux aux terrains difficiles. Ça leur donne un avantage. Dans les tribunes, l'ambiance était électrique malgré le temps maussade. Le prix des novices attirait toujours une foule élégante. Et cette année ne faisait pas exception. Hommes en costume et femmes en robe de créateur se pressaient pour observer les chevaux au paddock. Tonnerre attira immédiatement l'attention. Sa marque blanche, loin d'être un défaut aux yeux du public, était devenue son signe distinctif. Des murmures et des doigts pointés suivaient son passage. « C'est lui, le fameux cheval au visage marqué. Tu as vu l'article dans Paris Turf ? Son propriétaire était palefrenier chez Beaumont. Il paraît qu'elle a voulu le faire abattre parce qu'il était laid. » Ces commentaires parvinrent aux oreilles de Madame Beaumont, qui se tenait non loin, entourée de sa cour habituelle. Son visage se crispa de déplaisir. « Oh, quelle histoire ridicule !» déclara-t-elle assez fort pour être entendue. « Ce garçon a un don pour le mélodrame. Ce cheval avait simplement des problèmes de tempérament qui le rendaient inadapté à mon écurie. » Jean-Marc Fournier, qui passait par là, s'arrêta net. « Des problèmes de tempérament ? Intéressant. Ce n'est pas ce que vous disiez quand vous l'avez vendu à Mathieu. Je ne crois pas vous connaître, monsieur, répliqua froidement Madame Beaumont. Jean-Marc Fournier. J'ai entraîné plus de champions que vous n'en avez jamais possédé, madame. Un murmure parcourut l'assistance. Le nom de Fournier était encore respecté dans le milieu des courses, malgré ses années d'absence. Fournier ? Madame Beaumont pâlit légèrement. Eudo m'avait dit que vous aviez quitté le circuit. Je suis revenu pour un cheval spécial. Il sourit poliment. Bonne chance à vos concurrents aujourd'hui. Ils en auront besoin. Pendant ce temps, Mathieu observait les autres chevaux engagés dans la course. La concurrence était intimidante. Il y avait notamment Étoile Filante, une pouliche de l'écurie Beaumont montée par Pierre Laurent, le jockey vedette, Duc de Fer, un imposant bai brun appartenant à un riche industriel, et Maestro, un pur sang irlandais importé à prix d'or. « Ne te laisse pas impressionner », conseilla Fournier, revenant vers lui. Ces chevaux ont peut-être de grands noms et de grands propriétaires, mais aucun n'a le cœur de Tonnerre. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber alors que les chevaux se dirigeaient vers les stalles de départ. Le public se réfugia sous les auvents ou déplia des parapluies, mais personne ne quitta les tribunes. Cette course promettait d'être mémorable. Au micro, le commentateur présentait les concurrents, s'attardant particulièrement sur Tonnerre. Au numéro 7, Tonnerre,
propriété de Mathieu Dubois, monté par Antoine Moreau. Ce cheval a fait sensation lors de sa première course à Chantilly. Reconnaissable à sa marque blanche distinctive sur le visage, il est rapidement devenu le favori du public. Un véritable conte de fées équin, mesdames et messieurs. Dans sa stalle, Tonnerre était plus calme que lors de sa première course. Il connaissait maintenant la routine, et sa confiance en Antoine S était renforcée au fil des semaines d'entraînement. Le départ fut donné, et les 12 chevaux S élancèrent sous une pluie battante. Contrairement à Chantilly, Tonnerre prit un bon départ, se positionnant immédiatement dans le premier tiers du peloton. « C'est bien », murmura Fournier, « il apprend vite. » La piste, de plus en plus détrempée, ralentissait certains concurrents. 2 chevaux glissèrent légèrement dans le premier virage, perdant du terrain. Mais Tonnerre, fidèle à la prédiction d'Antoine, semblait à l'aise malgré les conditions difficiles. À mi-parcours, il était en 4e position, juste derrière Étoile filante de Madame Beaumont. Pierre Laurent, sentant la menace, jeta un coup d'œil en arrière et vit Tonnerre qui se rapprochait. Il donna un coup de cravache, poussant sa monture à accélérer. Antoine, quant à lui, restait calme. Il savait que la force de Tonnerre était son finish, sa capacité à produire un effort extraordinaire dans les derniers hectomètres. Il attendait le moment parfait pour lui demander cet ultime effort. L'entrée de la dernière ligne droite marqua ce moment. Antoine se pencha sur l'encolure de Tonnerre, lui murmurant des encouragements à l'oreille, et le cheval répondit instantanément. Sa foulée s'allongea encore, ses muscles puissants propulsant son corps en avant avec une force phénoménale. Il dépassa Étoile filante comme si elle était à l'arrêt, provoquant un cri de stupeur dans le public et une exclamation indignée de Madame Beaumont. Mais la course N n'était pas encore gagnée. Duc de Fer, plus en avant, restait en tête et Maestro produisait également une accélération impressionnante. Dans les 100 derniers mètres, sous une pluie maintenant torrentielle, les 3 chevaux se livrèrent une bataille épique. Duc de Fer commençait à faiblir, mais Maestro tenait bon. Tonnerre puisa dans ses dernières ressources, trouvant encore un supplément de vitesse que personne, pas même Mathieu ou Fournier, ne lui soupçonnait. Il franchit la ligne d'arrivée avec une longueur d'avance sur Maestro et 2 sur Duc de Fer. La clameur de la foule couvrit presque l'annonce officielle du résultat. Numéro 7, Tonnerre, vainqueur du prix des novices. Mathieu était en état de choc. Une victoire à Chantilly pouvait être attribuée à la chance, mais gagner à Deauville contre des chevaux de cette qualité, dans des conditions difficiles, était la confirmation que Tonnerre était vraiment exceptionnel. Fournier, habituellement si réservé, elle étreignit brièvement. « Il n'a pas juste gagné », dit-il, la voix légèrement tremblante de émotion. « Il a dominé. » « Tu comprends ce que ça signifie ?» Mathieu secoua la tête, encore étourdi par les événements. « Ça signifie qu'on peut viser plus haut, beaucoup plus haut. » Alors qu'Antoine ramenait Tonnerre vers le gagnant, trempé mais rayonnant, les photographes se précipitèrent pour immortaliser le moment. La marque blanche de Tonnerre, luisante sous la pluie, semblait presque briller comme un emblème de victoire. Un journaliste tendit un micro à Mathieu. « À une performance extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait de battre l'élite des jeunes chevaux français avec un animal que certains jugeaient trop laid pour courir ?» Avant que Mathieu ne puisse répondre, une voix coupa la conversation. Monsieur Dubois, un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu malgré la pluie, se présenta. André Lefebvre, du comité de sélection du Grand Prix de Longchamp. Nous serions honorés que Tonnerre participe à notre événement le mois prochain. Fournier intervint, visiblement impressionné. Le Grand Prix? Vous êtes sérieux? Tout à fait. Lefebvre sourit. Ce cheval vient de battre plusieurs concurrents déjà sélectionnés pour notre course. Il a gagné sa place. Et puis, ajouta-t-il avec un clin d'œil, le public adore une belle histoire. Un palefrenier et son cheval rejeté qui défient l'establishment.
C'est exactement ce dont les courses ont besoin. Alors que Lefebvre S. éloignait, Mathieu se tourna vers Fournier, les yeux écarquillés. Le Grand Prix de Longchamp, c'est la course la plus prestigieuse de France, compléta Fournier. Avec une bourse de 10 millions d'euros pour le vainqueur, l'invitation au Grand Prix de Longchamp transforma radicalement la vie de Mathieu. Du jour au lendemain, lui et Tonnerre devinrent des célébrités dans le monde des courses françaises. Les journalistes se pressaient à la modeste propriété de Fournier, les demandes d'interviews s'accumulaient et les réseaux sociaux s'enflammaient pour l'histoire du cheval au visage marqué et de son propriétaire, ancien palefrenier. « C'est de la folie », murmura Mathieu, alors qu'une équipe de France 2 installait son matériel pour un reportage. « Je ne cherchais pas tout ça. Bienvenue dans le monde moderne des courses, » répondit Fournier. « Ce n'est plus seulement un sport, c'est du spectacle. » L'ancien entraîneur, habituellement réticent à l'attention médiatique, avait accepté à contre-cœur de jouer le jeu. Il comprenait que cette publicité pourrait attirer des sponsors, essentiels pour financer l'avenir de Tonnerre. Effectivement, les propositions commencèrent à affluer. Une marque D, équipement équestre, offrit de fournir gratuitement tout le matériel nécessaire. Un fabricant d'aliments pour chevaux proposa un contrat de sponsoring incluant une provision annuelle de nourriture premium. Même une célèbre maison de champagne s'intéressa à l'histoire, voyant un parallèle marketing entre leur bulle dorée et l'ascension fulgurante du duo improbable. Mais avec la notoriété vinrent aussi les complications. Une semaine après la victoire à Deauville, alors que Mathieu supervisait la séance d'entraînement matinale, une limousine noire s'arrêta devant la propriété. En descendit un homme que Mathieu reconnut immédiatement. Philippe Dumas, le représentant qui avait déjà tenté d'acheter Tonnerre. Cette fois, il n'était pas seul. Une femme élégante l'accompagnait, Madame Beaumont. Monsieur Dubois salua froidement cette dernière. « Nous devons parler ?» Fournier, qui travaillait près des écuries, s'approcha immédiatement, comme pour former un rempart protecteur. « Madame Beaumont, » dit Mathieu avec une politesse forcée. « Quelle surprise !»« Épargnons-nous les faux-semblants, » répondit-elle. « Je viens vous faire une offre. 500 000 € pour Tonnerre. C'est 100 fois ce que vous avez payé. » Mathieu ne put s'empêcher de sourire. « Et pourquoi voudriez-vous d'un cheval que vous trouviez trop laid pour votre écurie ?» Le visage de Madame Beaumont se crispa légèrement. Les circonstances ont changé, il a prouvé sa valeur. C'est précisément pour cette raison que je ne le vendrai pas. Surtout pas à vous. 1 million, lança-t-elle alors. C'est mon offre finale. Un silence stupéfait s'installa. 1 million d'euros. Une somme qui changerait à jamais la vie de Mathieu, qui lui permettrait d'acheter sa propre ferme, de lancer une véritable écurie. « Non !» répondit-il simplement. Madame Beaumont parut sincèrement choquée. « Vous êtes fou ou stupide, probablement les deux, peut-être, » admit Mathieu, « mais je préfère être fou avec Tonnerre que riche sans lui. » Après leur départ, Fournier observa longuement son protégé. « Tu viens de refuser une fortune. »« Tu en es conscient ?»« Oui, » répondit Mathieu. Mais ce haine n'était pas juste une question d'argent. Elle voulait effacer son erreur, s'approprier notre succès. Tu réalises qu'elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour te faire échouer maintenant? Cette prédiction se révéla tristement exacte. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler dans le milieu des courses. On murmurait que Tonnerre avait des problèmes de santé cachés, que ses victoires étaient dues à la chance ou à des irrégularités. Un article particulièrement virulent dans une revue spécialisée suggérait même que le programme d'entraînement de Fournier dépassait les limites légales en matière de bien-être animal. « Pure calomnie !» fulmina l'ancien entraîneur en jetant le magazine. « Je n'ai jamais maltraité un cheval de ma vie. » Mais le mal était fait.
le comité d'organisation du Grand Prix de Longchamp exigea que Tonnerre subisse des examens vétérinaires supplémentaires et une inspection surprise fut conduite à la propriété pour vérifier les conditions d'entraînement. Sophie Leclerc, qui supervisait les examens, était furieuse. « C'est ridicule », dit-elle après avoir effectué tous les tests demandés. « Tonnerre est en parfaite santé, mieux que la plupart des chevaux de course que j'ai examinés. Et vos méthodes d'entraînement sont exemplaires. » Heureusement, les résultats officiels confirmèrent son diagnostic et l'inspection ne révéla aucune irrégularité. Mais ces épreuves avaient perturbé la préparation de Tonnerre pour le Grand Prix. Le stress des examens répétés et le changement de routine l'avaient rendu nerveux. « Oublie sans notre inquiétude », expliqua Antoine lors d'une séance d'entraînement particulièrement difficile où Tonnerre avait refusé plusieurs obstacles. Les chevaux sont des miroirs de nos émotions. À 10 jours de la grande course, un nouveau coup dur frappa l'équipe. Antoine appela Mathieu tôt le matin, la voix tendue. « Je suis désolé, dit-il, je ne pourrai pas monter Tonnerre au Grand Prix. »« Quoi ? Pourquoi ? L'écurie Beaumont m'a proposé un contrat exclusif, expliqua Antoine, clairement mal à l'aise. Si je refuse, ils ont menacé de faire pression sur tous les propriétaires avec qui je travaille. Je pourrais perdre la moitié de mes courses. C'est du chantage, s'indigna Mathieu. C'est le monde des courses, soupira Antoine. Je suis vraiment désolé. Cette nouvelle plongea l'équipe dans une crise. Trouver un jockey de qualité à quelques jours d'une course aussi prestigieuse semblait impossible. La plupart étaient déjà engagés et ceux qui restaient disponibles n'avaient pas l'expérience nécessaire pour une telle compétition. « On pourrait demander un report », suggéra Sophie lors d'une réunion d'urgence. « Impossible », répondit Fournier. « Le Grand Prix ne se déplace pour personne. Et si nous déclarons forfait, nous ne serons pas invités l'année prochaine. » La situation semblait désespérée. Ce soir-là, Mathieu resta tard dans le box de Tonnerre, partageant ses inquiétudes avec le seul être qui ne pouvait pas lui répondre, mais qui, il en était sûr, le comprenait parfaitement. « On était si près du but », murmura-t-il, caressant l'encolure du cheval. « Et maintenant ? Maintenant, vous avez besoin d'un jockey !» Mathieu sursauta. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte du box. Malgré l'obscurité, il reconnut immédiatement la voix. « Monsieur Fournier, que faites-vous debout à cette heure ?» L'ancien entraîneur s'avança, s'appuyant moins lourdement que d'habitude sur sa canne. « Je réfléchissais à notre problème. Et j'ai trouvé une solution. Vous avez trouvé un jockey. » « Pas exactement. » Fournier prit une profonde inspiration. « Je vais monter Tonnerre moi-même. » Mathieu le fixa, bouche bée. « Mais votre accident, votre jambe. »« Ma jambe n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air, » confessa Fournier. « Disons que j'ai peut-être exagéré ma condition pour éviter certaines obligations sociales. Mais vous n'avez pas couru depuis des années, 15 ans pour être précis. » Fournier sourit légèrement. « Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. » « Le comité acceptera-t-il » s'inquiéta Mathieu. « Vous avez l'âge de la retraite. J'ai vérifié les règlements. » « Il n'y a pas de limite des âges, seulement un examen médical à passer. » L'ancien entraîneur posa une main sur l'épaule de Mathieu. « Écoute, je sais que c'est risqué, mais nous n'avons pas d'autre option. Et j'ai un compte à régler avec certaines personnes dans ce milieu. » Tonnerre s'approcha, poussant doucement sa tête contre le bras de Fournier, comme pour donner son approbation à ce plan audacieux. « D'accord, » accepta finalement Mathieu. « Si vous êtes sûr de pouvoir le faire. »« Oh, je peux le faire, » affirma Fournier, une lueur de détermination dans le regard. « La vraie question est, est-ce que Madame Beaumont est prête pour ce qui va lui arriver ?» Le jour du Grand Prix de Longchamp arriva sous un soleil éclatant. L'hippodrome parisien, joyau de l'architecture équestre française, vibrait d'une énergie particulière. Les tribunes élégantes débordaient d'une foule parée de ses plus beaux atours.
Hommes en costumes impeccables, femmes en robes haute couture et chapeaux extravagants. La nouvelle que Jean-Marc Fournier allait monter Tonnerre avait fait l'effet d'une bombe dans le milieu des courses. Les médias en parlaient comme du comeback le plus improbable de l'histoire du turf français. Certains y voyaient une folie, d'autres un coup de génie. Dans le paddock réservé aux concurrents, Mathieu ajustait une dernière fois la selle de Tonnerre. Le cheval, sentant l'importance du moment, se tenait parfaitement immobile, ses grands yeux observant la foule, avec une curiosité tranquille. « Il est prêt », affirma Sophie après un dernier examen. Physiquement, il est au sommet de sa forme. Fournier s'approcha, vêtu de la tenue de jockey aux couleurs choisies par Mathieu. Bleu nuit avec une étoile blanche sur le dos, en écho à la marque distinctive de Tonnerre. Le contraste entre son visage marqué par l'âge et sa silhouette étonnamment athlétique attirait tous les regards. « Comment te sens-tu » demanda Mathieu, inquiet malgré lui. « Comme si j'avais 30 ans de moins » répondit l'ancien entraîneur avec un sourire confiant. « Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur ce qui se passera après notre victoire. » À quelques mètres de là, Madame Beaumont observait la scène, entourée de son entourage habituel. Son cheval, étoile filante, monté par Pierre Laurent, était l'un des favoris. « Quelle mascarade !» murmura-t-elle assez fort pour être entendue. Un vieillard et un cheval défiguré. Le comité devrait avoir honte d'autoriser cette farce. Mais son assurance affichée ne pouvait dissimuler complètement son inquiétude. La détermination qu'elle lisait sur les visages de Mathieu et Fournier l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'annonce retentit, appelant les jockeys à se mettre en selle. Fournier monta sur Tonnerre avec une agilité qui démentait son âge, s'installant parfaitement dans la position qu'il avait occupée des milliers de fois au cours de sa carrière. « N'oublie pas », dit Mathieu en tenant un instant la bride. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier de vous deux. » Fournier hocha la tête, soudain trop ému pour parler. Puis il se pencha vers l'oreille de Tonnerre, lui murmurant des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Les 15 concurrents se dirigèrent vers les stalles de départ, accueillis par les applaudissements de la foule. La course, longue de 2400 mètres, était considérée comme l'une des plus exigeantes du circuit européen. Le cœur de Mathieu battait à tout rompre alors qu'il rejoignait François, Céline et Sophie dans les tribunes. Dans quelques minutes, le rêve fou né dans un box de Chantilly un an plus tôt atteindrait son apogée ou sa fin. Le départ fut donné dans un fracas assourdissant. Les portes s'ouvrirent simultanément, libérant les 15 pur sang qui élancèrent comme une vague vivante sur la piste parfaitement entretenue. Contrairement à sa stratégie habituelle, Fournier positionna immédiatement Tonnerre dans le peloton de tête. Il savait que sur cette distance, une remontée tardive serait trop risquée. Les premiers 1000 mètres se déroulèrent sans incident majeur, les chevaux maintenant un rythme soutenu mais contrôlé. Tonnerre galopait avec fluidité, sa foulée puissante dévorant le terrain sans effort apparent. C'est à mi-parcours que la course se compliqua. Pierre Laurent, montant étoile filante, manœuvra délibérément pour bloquer la trajectoire de Tonnerre, le forçant à ralentir. « Faute !» cria François, indigné. « C'est une obstruction volontaire !» Mais les commissaires ne réagirent pas. Fournier, piégé derrière étoile filante et un autre concurrent, dut faire appel à toute son expérience pour trouver une échappatoire. Il guida Tonnerre vers l'extérieur de la piste, perdant du terrain mais retrouvant un espace libre. « Il prend le chemin le plus long », gémit Sophie. « Ça va lui coûter trop d'énergie. » À l'entrée du dernier virage, Tonnerre avait rétrogradé en 5e position. Madame Beaumont, dans les tribunes VIP, affichait déjà un sourire triomphant. C'est alors que Fournier fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de pousser Tonnerre à accélérer immédiatement, il maintint un rythme régulier, lui permettant de récupérer. « Qu'est-ce qu'il fait ?» s'inquiéta Mathieu. « Il attend trop longtemps. »« Non !»
répondit François, comprenant soudain la stratégie. Il fait exactement ce qu'il faut. Dans la dernière ligne droite, alors que les leaders commençaient à montrer des signes de fatigue, Fournier donna enfin le signal à Tonnerre. Le cheval répondit avec une puissance stupéfiante, comme s'il n'avait attendu que ce moment. Sa foulée s'allongea encore, son corps entier tendu dans un effort suprême. Il dépassa un premier concurrent, puis un deuxième, sa marque blanche brillant sous le soleil comme un symbole de défi. À 100 mètres de l'arrivée, seule Étoile Filante et un cheval anglais nommé Royal Decré le devançaient encore. Pierre Laurent, sentant Tonnerre se rapprocher, utilisa sa cravache avec une vigueur frisant la brutalité. Mais rien ne pouvait arrêter l'élan de Tonnerre. Dans un dernier effort héroïque, il dépassa Étoile Filante, puis, quelques foulées plus tard, Royal Decré. Il franchit la ligne d'arrivée avec une demi-longueur d'avance, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes. « Il l'a fait !» hurla Mathieu, les larmes ruisselant sur son visage. « Ils l'ont fait !» Dans sa loge, Madame Beaumont se leva brusquement et partit sans un mot, ignorant les caméras qui tentaient de capturer sa réaction. La cérémonie de remise des prix fut un moment surréaliste pour Mathieu. Se tenir sur le podium, recevant le trophée et le chèque de 10 millions d'euros des mains du président de France Gallo, semblait appartenir à un rêve dont il craignait de se réveiller. « Ce n'est que le début », lui glissa Fournier après la cérémonie, alors qu'il ramenait un Tonnerre épuisé mais glorieux vers son box. « Ce cheval peut encore accomplir des merveilles. » 6 mois plus tard, la vie de Mathieu avait radicalement changé. Avec ses gains, il avait acheté une propriété près de Chantilly, créant le haras de l'Étoile Blanche en hommage à la marque de Tonnerre. Fournier, désormais associé officiel, supervisait l'entraînement d'une petite écurie de chevaux prometteurs. Mais, au milieu de ce nouveau succès, Mathieu n'oubliait pas d'où il venait. Il avait créé une fondation pour aider les jeunes passionnés d'équitation issus de milieux modestes et instauré une politique stricte. Aucun cheval ne serait jamais jugé sur son apparence dans son haras. Quant à Tonnerre, devenu une légende vivante du turf français, il continuait à étonner le monde des courses par ses performances exceptionnelles. Mais pour Mathieu, il restait avant tout ce poulain au regard intelligent qui, un jour, avait posé sa tête contre sa poitrine, scellant un pacte que rien ne pourrait jamais briser. « Tu vois », murmurait-il souvent à l'oreille de Tonnerre lors de leurs moments de complicité. Parfois, ce sont les êtres que le monde rejette qui finissent par le changer.